Non, tu peux plus rien mettre. Le podcast a commencé, Dimitri. Oh putain. Eh ben oui. Oula, Salut à gros tous. mot pour- Il me coupe la parole déjà en début d'émission. Oh là là, catastrophe. Salut à tous. Bienvenue sur Wrestling Clinic Radio. Bonjour Dimitri. Bonjour à toi. Nous sommes le 8 janvier 2020, épisode 19 de la Monday Night War. Et aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait particulier. Pourquoi, mon petit Dimitri? Pourquoi Dis-moi. T'as pas regardé le show? Si, j'ai regardé le show, mais mais je t'avais hypé déjà sur un début particulier, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah oui. Mais c'est particulier, c'est quand même... C'est les débuts de Stone Cold Steve Austin, qui s'appelle pas encore Stone Cold, hein, pour le moment il s'appelle le Ringmaster. Mais voilà, Austin arrive à la WWE, et dans cet épisode aussi, je sais que toi t'avais été un petit peu déçu quand je te l'avais dit, mais moi je l'ai regardé au moins 1000 fois avec mes casques à donf, l'Athémie la plus fabuleuse depuis le début de la Monday Night War, et peut-être de tous les temps du catch américain. Alors on aura l'occasion d'en reparler parce que je l'avais vu sur mon téléphone quand tu m'avais dit oh putain regarde la Témie. Ouais, mais le téléphone ça marche pas. Là, j'avais regardé avec mon téléphone et les écouteurs, mais du coup là, une fois que je l'ai vu sur ma télé, on en reparlera. D'accord. Alors, Raw, on est en direct, non, on est enregistré de Newark dans le Delaware et non pas Newark, New Jersey. Oui. Là où il y a un des 3 aéroports de New York, devant à peu près 3000 personnes, un truc comme ça. Et au niveau des téléspectateurs, 3,3 millions se sont pointés devant leur poste en moyenne devant Raw. Alors dans ce Raw, on commence direct avec Shawn Michaels qui va nous faire une révélation tonitruante ce soir. Suspense insoutenable. Unsoutenable. Va-t-il poursuivre sa carrière ou non? Moi je dis oui. Moi je pense aussi. J'ai pas encore vu l'épisode, mais je dis oui. Je l'ai vu catcher. Ouais. Sinon dans ce show, on va avoir le British Bulldog contre Bret Hart du In Your House numéro 5 du mois de décembre qui a eu lieu. Voilà, il nous balance un match de pay-per-view. Et sinon, on a toujours la grosse merde du billionnaire Ted. Ouais. Voilà, dans les grandes lignes. Alors le show il commence avec Hakushi contre Double J, Jeff Jarrett. Il y a un nouveau générique aussi, nouveau générique de Raw pour commencer l'année. Ah bah tant mieux. Non, tu n'as rien à dire sur ce générique? Non. Moi je l'aime pas du tout celui-là. Bah j'aimais déjà pas trop celui d'avant, donc je me suis pas senti transcendé, on va dire, dans un nouveau monde, tu vois. Bah la lumière, tu sais, il y a une espèce de point rouge là derrière, t'as l'impression que ça fait très japonais, tu as l'impression que c'est un special qui va se dérouler à Tokyo, je ne sais pas, mais en fait non, c'est juste Raw. Oui. Je sais pas. Non, j'aime pas du tout. Donc Double J, il feud avec Ahmed Johnson en ce moment. Ah, tu as une gorge un petit peu raclée en ce moment, n'est-ce pas? Oui, il commence à faire frisquer. Ah bah ici, ce matin, je vais tout te dire, avec Ohana, on allait chercher des sauces envoyées par sa maman de Roumanie, à la gare routière qui est pas trop loin de chez nous. On est sorti à 5h20, t-shirt avec une petite liquette légère, et ben on transpirait, mec. 5h20 du matin? Oui, quand on a ramené les pots. On ne mène vraiment pas la même vie. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc la tenue de Double J, je la trouve extrêmement chelou. On aurait dit un peu un espèce de tableau d'art contemporain, enfin, un truc un peu indescriptible. Alors moi, dans mes notes, j'ai marqué tenue de Jeff Jarrett, Beetlejuice. Ouais, bah voilà, ouais. Noir et blanche, donc un peu zébré, un petit peu d'art contemporain, moitié zébré, moitié art contemporain noir et blanc. Ouais. Donc le match est plutôt classique, pendant que Vince McMahon et Jerry Lawler spéculent un peu sur l'américanisation de Hakushi. Oui. Et au lieu de commenter le match, en fait, ils passent en revue le programme de la soirée. C'est ça. Voilà. C'est ça. Par contre, ça a manqué cruellement de couleurs dans le ring, hein, parce que donc il y a Beetlejuice, art contemporain noir et blanc. Tu as l'arbitre qui est noir et blanc, et il y a Hakushi qui est blanc et un peu de bronzé et des tatouages noirs. C'est ça. Par contre, dans le public, il n'y a aucun sign visible de tout le public. Il y en a juste un qui est violet, où il y a marqué Fat Boy. C'est tout. Est-ce que c'était, comment on dit, un aveu cathartique ou c'était Écoute, où il dénonçait un pote qui n'a pas pu venir? Oui, je pense que c'était ça, parce que c'est levé par un petit garçon qui est tout à fait maigrichon, mais il y avait marqué Fat Boy sur son sign. D'accord. Le match il finit avec un springboard splash de Hakushi contré avec les genoux de Jeff Jarrett qui enchaîne direct avec la prise en 4 pour la victoire. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça très cool parce qu'il y avait aucun préambule à ça, aucun boulot sur les jambes dans tout le match. Et donc ça se finisse avec la prise en 4. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'était pas très bien préparé, quoi.
Oui, bon, c'était. Bon, à part le. Pour moi, l'esthétique, tu sais, il est toujours très important pour moi. Donc, le côté esthétique m'a un petit peu refroidi, mais sinon, j'ai bien aimé ce petit match qui payait pas de mine, quoi. Ouais, moi, franchement, un petit peu déçu. Et puis, je pense que Akushi mérite un petit peu mieux que ça, j'ai trouvé quand même. Bah, de toute façon, il est bientôt sur la fin, donc. Oui, mais c'est dommage. Ensuite, on a le Slam Jam du Royal Rumble avec Jim Ross qui a remplacé le Doc Hendrix. Ouais. Bon, on balance tous les noms en revue, il y a trop de noms pour le décrire. Et ensuite, on enchaîne avec est-ce que c'est déjà la daube du billionnaire Ted ? Il y a juste Skim Non, Jean. c'est juste Skim Jim, hein, ouais, c'est bien ça. Donc c'est de la merde, hein, voilà. Ensuite, oui, c'est tout aussi de la daube. Voilà. Ahmed Johnson contre un jobber. Alors là, on va faire un point tenu encore nécessaire. Du jobber ? Ah oui. Bah, on est toujours un peu dans l'art contemporain, là, dans le... Tu sais, moi, ça m'a rappelé quand Haku était revenu à la WWE, je crois que c'était en 2001. Oui, Rumble 2001. Ouais, après, ils étaient en équipe. Il était en équipe avec qui, Haku, en 2001? Tu sais pas? Non. Je me rappelle qu'ils étaient dans un match genre à No Way Out 2001 là avec Undertaker, Kane, tout ça. Et il y avait les Dudleys. No Way Out 2001. Oui, le Triple Stage Austin Triple H. Ouais, mais il y avait un match à 4 par équipe. Bref, Haku était en équipe avec qui? Putain, alors là j'ai un de ces trous. Mais du coup, le mec est blanc et il a exactement la même tenue que Haku à ce moment-là. Moi, j'ai été un petit peu plus précis dans ma description de la tenue, mais d'abord, je voudrais parler du match. Vas-y, parle du match alors. Ça commence avec c'est un match de jobber, hein, donc ça dure 26 secondes. Il y a un espèce de T-bone suplex. Oui. Bon, disons que le mec, Ahmed Johnson, saisit le jobber en T-bone suplex. Il le jette en l'air pour faire la T-bone suplex. Sauf que le mec, pour une raison que je ne suis toujours pas capable de déterminer, twist. Il fait une espèce de vrille en l'air et il retombe à 2 pas de la mort, en fait. Oui. J'ai eu très très peur, hein, je dois avouer. Là, c'était Surya Bonali, vraiment. Il est parti en triple axel. Surya Bonali. Alors écoute, No Way Out 2001, a priori, Haku n'est pas là. Hein. Quoi ? Mais alors attends, je confonds, putain. Haku était en équipe à ce moment-là, non ? Eh bah écoute, pas dans ce pay-per-view. Non. No Way Out 2001, alors c'était lequel ? Donc effectivement, la tenue du mec, elle est indescriptible. C'est absolument pas une tenue de catch. Oui. C'est un mélange entre une nappe et tu connais les sarongs, tu sais ce que c'est ? Dis-moi. C'est les tenues traditionnelles d'Asie du Sud-Est que tu dois mettre dans les temples et les lieux sacrés. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Mais il y a vraiment un peu d'appropriation culturelle là, c'est-à-dire que c'est très ethnique comme visuel et le mec est plus blanc que blanc, brun, totalement caucasien parfait. Et il a un truc qui représente vraiment une autre partie du monde, tu vois. Oui. Et le match se termine en 1 minute suite au plongeon de la rivière perlée de Ahmed Johnson. Il y a d'autres suplexes qui sont assez violentes. Hein. Oui, ouais. mais la première je pense que j'étais keblo sur la première pour tout le match. Oui, tout est... Après le combat, Double J arrive, il attaque Ahmed Johnson par derrière avec la guitare, mais il rate sa cible. Ahmed Johnson récupère la guitare, il la défonce, donc je pense que la guitare va jouer un rôle au Royal Rumble. Si tu veux mon avis. C'est bien possible. De toute façon, on le verra pas, donc on s'en fout. Semaine prochaine, Undertaker contre Isaac Yankem et Marty Jannetty contre Owen Hart. Mm-hmm. Ensuite, le Brother Love que je boycotte en général, mais pas forcément maintenant, arrive. Car c'est un moment absolument déterminant dans l'histoire du catch moderne. Oui. Ted DiBiase présente son $1 Million Champion, le Ringmaster, avec quelques millimètres de cheveux, peut-être 3 mm, avec un slip vert. C'est Steve Austin. Steve Austin est arrivé à la WWE. Et déjà il est parfait. Hein. Alors, est-ce qu'il est parfait objectivement ou est-ce qu'il est parfait rétrospectivement, sachant ce qu'il va nous déverser niveau promo ? Alors franchement, je trouve le plus objectivement du monde parce que je me suis posé exactement cette question, c'est que dès qu'il arrive, en termes de simplement de la démarche et une fois qu'il prend le micro, sa voix, etc., pour moi, c'est déjà magique.
Ouais, je sais pas si j'arrive Évidemment, à être objectif. c'est pas encore Stone Cold et tout, mais je trouve que là, déjà, tu vois, moi, si je suis à l'époque devant la télévision en tant qu'adulte, je me dis, putain, lui, il a l'air cool, tu vois. Enfin, franchement, il se promène comme une star, tu vois. Il a l'air d'une star, physiquement, il est cool. Ouais, comme dit, ça, cette démarche, les épaules, tout ça, tout est déjà là, quoi. Ouais. Et au micro, il est très très bon. Moi, la promo, elle est vachement bien, je trouve. Ah bah oui, ECW, enfin Oui. on se souviendra, les promos ECW, là, celle qu'il a faite, il avait enregistré ça une fois à 2h du mat après un show, mais sinon même celles qu'il faisait en live, elles étaient toujours de haute volée, comme on dit. Oui. Ensuite, Goldust contre Aldo Montoya. C'est ça que tu me teasais la semaine dernière en disant début d'un mec extrême ou je sais pas quelle connerie? Bah non, c'était Austin. Ah d'accord. Je te disais d'un mec important. Oui, alors Aldo Montoya, oui. Oui. Qui est donc Justin Credible, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, avec un masque de Toys R Us. Et un pantalon avec les drapeaux du Portugal dessus. Yes, Los Drapos. Enfin, Los Drapos, pardon. Ah, donc attends, et du coup, alors je fais un point Unforgiven 2001, pardon, pas No Way Out. Et donc il était en équipe avec Rikishi. Rikishi, ah d'accord. Et donc Undertaker et Kane contre Haku et Rikishi. Et le Rikishi, c'est pas le comble de l'ironie, ça? Allez. Donc, Aldo Montoya prend un bump fantastique dans le coin de ring en début de match. Un peu à la Bret Hart, tu sais, quand il court dans le coin et qu'il se prend la poitrine, sauf que lui, il se prend le dos. Oui. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Très, très étonnant. Aldo Montoya s'excite pas mal pendant tout le match, sauf que Goldust est quand même plus fort, et puis il va lui couper la chic. Et voilà. Et il gagne assez rapidement. Donc Alors moi, le meilleur moment du combat, c'est que Jerry Lawler en profite pour... donc là, on a Goldust contre Aldo Montoya. Jerry Lawler en profite pour blâmer les Hart. Ah bon, étonnant. Et il dit, voilà, parce que je crois qu'il fait le lien entre Goldust, cinéma, donc du coup, il commence à parler de cinéma. Il dit, ah, t'as vu, en ce moment, il y a un film qui marche bien en ce moment, sur les petits-enfants de Stu et Helen Hart, et c'est L'armée des 12 singes. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Goldust, ça manque un petit peu de plus trop l'entendre parler. Oui, c'est vrai, mais on en reparlera ensuite, mais ouais, je trouve que... Oui, on met pas assez l'emphase sur son personnage, quand même. Ça viendra peut-être un petit peu plus au cours de l'année 96. Oui. Ensuite, on a le Slam Jam. Oui. Avec la conférence de presse de Shawn Michaels. Oui. Donc, grosso modo, les gens sont unanimes. Ses amis, proches, éloignés, ses médecins, tout le monde lui dit qu'il faut arrêter. Mhm. Par contre, il est là ce soir pour présenter ses excuses les plus plates à tous ces gens, car il a décidé de participer au Royal Rumble. Ouais, c'est culotté. Hein. Donc, je pense qu'à l'époque, j'aurais été méga content, tu vois, j'avais 11 ans, etc. Mhm. Mais là, logiquement, donc ça fait 1 mois et demi qu'on nous bourre le mou avec cette storyline sur sa santé, etc., etc. Et en fait, là, on arrête tout. Un beau jour où il dit « Bon, en fait, je vais quand même catcher. » Ouais. C'est-à-dire que quoi, il était en tourment interne pendant 1 mois et demi, il se disait « Est-ce que je dois catcher, est-ce que je dois pas catcher ?» Parce que c'est allé vachement vite, on n'a aucun détail sur quel était le raisonnement qui l'a amené à prendre cette décision. Est-ce qu'il était en doute? Est-ce que c'est fuck that shit? Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis le début de la storyline? Aucune idée. Rien du tout. Voilà. Ça veut aussi dire que la WWE va laisser un mec catcher au Royal Rumble contre l'avis de la terre entière, y compris tous les médecins qui ont été consultés, quoi. Surtout que tu revois en fait le moment où le médecin dit au prochain choc il peut mourir. Et là on te dit bon bah vas-y au Rumble. Oui, mais et la semaine prochaine, spoiler, t'es contre Yokozuna. Ouais. Donc voilà. Et c'est là-dessus que s'arrête cette storyline haletante depuis 1 mois et demi. La conférence de presse, elle a duré 2 minutes, quoi. Oui, bon, ça va. Au moins, les doutes et les doutes de Shawn Michaels se sont conclus en larmes et en désespoir. Alors que bon, Hulk Hogan, il a quand même sorti une épée et il est devenu Dark Vador, tu vois. Donc chacun. Ouais, chacun sa merde. Chacun gère ses émotions différemment. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a... alors là, les mecs, ils étaient vraiment désespérés. Ils avaient pas quoi foutre sur leur programme. Ils mettent Bret Hart contre le Bulldog de In Your House 5. Ouais. En entier, dans son intégralité. Oui, exact. Donc, j'ai pas compris.
Ouais, je me suis dit qu'il voulait peut-être faire de l'audience facile, mais bon, c'est un petit peu se moquer de ceux qui ont payé pour voir le pay-per-view il y a quelques semaines, quoi. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc pendant le match, Vince... Alors donc là, évidemment, c'est les commentaires de In Your House. Vince dit « Quelqu'un vient de me passer une note. » Donc en tant que patron, le mec, il est pas trop au courant de ce qui se passe, tu vois. L'Undertaker va affronter le vainqueur de ce match au Royal Rumble. Mais il nous dit pas comment, pourquoi, qui décide de ça, par quel miracle. D'ailleurs, on verra dans les semaines suivantes que le build de Undertaker Bret Hart du Royal Rumble est quasi inexistant. Oui, il y en a quasiment pas, franchement. Ouais. Donc ce match, c'est un bain de sang dans un petit chef-d'œuvre technique. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà eu un truc comme ça à cette époque ? Un bain de sang tel que ça ? Genre à la WWE, le ring est rouge, hein. C'est Eddie Guerrero, JBL le truc. Bah écoute, il y avait Flair. Non, il y avait. Flair Macho Man. À WrestleMania 8, je crois. Oui, mais tu vois, c'est Flair qui est ensanglanté. Le ring est quand même pas. Non, sinon, non, effectivement. Je pense que c'est. Je me souvenais pas, je l'avais pas revu ce match et je me souvenais pas de ça. Je me souviens que ça avait saigné, mais je me souviens pas que c'était à ce point-là. Comme disait Mathilde. Mathilde saignait. Putain. Voilà. D'ailleurs, quand Bret Hart s'explose la gueule dans l'escalier. D'ailleurs, moi, je maintiens qu'il s'est bladé, mais comme il l'a fait d'une manière absolument fabuleuse, personne ne peut dire qu'il l'a fait. Et il a pu dire à Vince, non, je me suis pas bladé, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des amendes, des grosses amendes pour le sang et tout ce qui bouge. Ouais, c'est l'excellence de l'exécution du blading. Exactement. Et donc, il se relève, et puis là, on voit déjà qu'il y a une mare de sang sur les tapis bleus à l'extérieur du ring. Et là, t'as Vince McMahon qui fait « What's this ?» Genre, tiens, c'est pas normal, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, ce pay-per-view, il avait eu lieu en Pennsylvanie, à Hershey. Et la foule nous chante He's Hardcore, parce que visiblement il y a pas mal de mecs ECW, de fans ECW. Donc il y a une très grande qualité de catch, vraiment c'est du lourd. Oui, c'est très 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 bien. À époque comparable, à part Benoît Guerrero Malenko, personne n'est capable de ne serait-ce que s'approcher de loin du niveau qu'il y a dans le ring quand même. Non, c'est vrai. Donc voilà, sinon je me suis demandé, une fois de plus, est-ce que Vince McMahon est capable d'appeler Bret Hart autrement que Bret Hitman Hart, genre à chaque fois qu'il parle de Bret Hart, quoi. C'est ouais, bref. Donc voilà, Bret Hart remporte le match. Donc finalement les pronostics de l'époque de Diana qui disait que ça serait comme SummerSlam 92, ça s'est pas réalisé. Mais voilà, franchement, regardez le In Your House si vous voulez regarder le pay-per-view en entier, ou regardez ce Raw, parce que c'est un très grand match qui, pour moi, qui tombe un peu dans les oubliettes de l'histoire du catch. Ah, complètement, hein, franchement, parce que quand on dit Bret Bulldog, on pense évidemment à SummerSlam 92. Moi, je l'avais pas revu, je t'ai dit, j'étais surpris parce que j'avais jamais revu ce match. J'en avais un vague souvenir, mais je l'avais jamais revu. Très 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 bien. Donc ensuite on a une promo de l'Undertaker, blablabla, rest in peace, on a Billionaire Ted. Et ensuite on a le Billionaire Ted, donc c'est de la merde complète, avec un espèce de... Voilà, moi je suis d'avis de le boycotter, mais il y a quand même un espèce de cheap shot sur les stéroïdes. Ouais. Parce que donc Vince McMahon est dans la tourmente stéroïde depuis... alors je crois que le procès a eu lieu en septembre 1994, le scandale avait eu lieu depuis l'été 92. Pardon. C'est d'ailleurs pour ça que Bret Hart... attends, que j'ai pas de conneries. Le Bulldog et l'Ultimate Warrior avaient été virés à l'automne 92 parce qu'il y avait trop de suspicions. Étonnant. Mais voilà, donc ils parlent de stéroïdes et puis je sais plus ce qu'ils disent les mecs. Enfin, c'est vraiment pathétique, quoi. Oui, non, franchement, c'est... En plus, au-delà de la nullité des blagues, je trouve que c'est quand même très insider, tu vois, comme type d'humour. Je me demande vraiment comment tu réagis face à ça. Là, c'est clairement pour faire chier les concurrents, quoi. Ça se destine pas du tout au public. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est là-dessus que se termine ce Raw. Et donc ensuite, voilà, on va enchaîner avec Nitro, qui n'a été regardé que par 2,6 millions de téléspectateurs, donc 700 000 de moins que Raw. Mais par contre, on est dans une putain de salle immense, devant 8000 personnes. Oui.
à Charleston en Caroline du Nord, et donc Bischoff nous accueille avec une petite leçon d'histoire en nous disant que c'est ici qu'a été tiré le premier coup de feu de la guerre de sécession en 1861. Et évidemment, il compare la guerre de sécession à la situation actuelle à la WCW. À cause donc du sergent Craig Pittman, peut-être. Bah oui, tout ça. Il y a beaucoup de colonels, beaucoup de sergents dans cette fédération. The Colonel. Exactement. Ce soir, il y aura donc la guerre entre Hulk Hogan et le Macho Man et Ric Flair et Arn Anderson, un match par équipe gigantesque que les Other Boys, comme ils l'appellent la WWE, ne sont absolument pas en mesure de présenter. Voilà. Le premier match, c'est Chris Benoit contre Alex Wright. Chris Benoit, il vient avec Pillman, donc c'est la jeune branche là, des Horsemen qui se ramènent. Les autres Horsemen ne sont pas là. Alex Wright, il est attaqué avant la cloche immédiatement. Chris Benoit commence cash avec une snap suplex, premier move du match. Il est pas là pour perdre de temps là. Franchement, c'est très très cool. J'ai une question. Oui. Brian Pillman, tu crois qu'il s'y connaît en ecstasy? Oh putain. D'ailleurs, Eric Bischoff, d'ailleurs, on sait pas, hein, c'est mon mot de transition. La transition ecstasy. Ouais, transition ecstasy. D'ailleurs, parlant d'ecstasy, Bischoff, une fois de plus, il ment. Il dit, semaine après semaine, que la WCW est l'émission la plus regardée, alors que, on a fait le point, je sais plus quand, fin décembre, on est clairement à égalité, quoi. Et encore moins cette semaine, où là, il y a presque 1 million de gens qui regardent la WCW en moins. Alors par contre, il ment pas quand il dit que la WWE augmente les prix de ses pay-per-view. Oui, mais alors... plusieurs fois. C'est très bien qu'on parle de business, parce que l'augmentation du prix, ça s'est vérifié dans quasiment tous les secteurs, de manière presque historique. Plus les prix augmentent, plus la consommation augmente, parce qu'il y a une perception inconsciente. Et tu vas plus être tenté d'acheter un truc qui vaut 40 que 30, parce que tu te dis, putain, s'il est à 40, c'est que ça vaut le coup. C'est comme ça, c'est la nature humaine, le consumérisme, la psychologie consumériste, elle est comme ça. Donc les mecs, ils peuvent balancer là-dessus, mais c'est juste que les autres, ils vont faire plus de thunes et il y aura plus de gens qui vont acheter. Et je suis sûr que quand on va faire un petit point, peut-être dans 6 mois, on peut faire un point mi-année ou un truc dans le genre. Oui, on fera ça. Je suis certain que ça va se vérifier. Voilà, donc Bischoff, il aurait mieux fait de fermer sa gueule ce soir, là. Bon, il y a plein de moments où il fera mieux de fermer sa gueule, mais bon, on en parlera. Donc oui, le match est vraiment cool. Ça met plutôt en avant Alex Wright parce que là, il a vraiment un statut officiel de babyface dans ce match. Quand il fait son comeback, il y a une bonne réaction de la foule. Il fait amener un flying crossbody là, de la 3e corde qui est vraiment chouette. La foule pop pas mal pour lui. Pour les chops de Benoît aussi. Hein. Pour les chops de Benoît, mais bon, ça, de toute façon... on va pas le faire à chaque semaine. Chris Benoit, c'est la merveille quand même. Hein, oui, franchement, c'est un très très bon match. Par contre, on nous a toujours pas dit par quel miracle Benoit a été recruté par les Horsemen. Il fait juste partie du groupe. Hein. Oui, c'est ça. En plus là, avec Pillman, c'est vraiment les deux extrêmes. Tu te demandes pourquoi et comment ces deux mecs-là peuvent bien s'entendre, tu vois. Pillman d'ailleurs intervient dans le match. Il y a une grosse pop pour Alex Wright qui fait un springboard plancha là sur Pillman. La fin du match, c'est une séquence hyper cool où les deux sont en train d'essayer de prendre position là pour une suplex. T'as un standing switch là qui dure quelques secondes et ça se finit avec Chris Benoit qui lui met un pain dans la gueule quoi. Genre arrête de me faire chier, ça suffit les petits machins, pain dans la gueule et là il lui met une dragon suplex pour la victoire. J'ai trouvé cette fin géniale, géniale. C'était très cool. Et voilà, Chris Benoit, il a cette capacité incroyable à rendre tout hyper réel, tu vois. Il est pas là pour plaisanter, il est pas là pour faire des trucs qui sont jolis à la télé, quoi. Genre là, oui, vas-y, on se fait un peu chier pour savoir qui va faire la souplex. Non, c'est bon, je t'en colle une, je te la mets et c'est fini, quoi. Donc, ça me rappelle pas mal de mes ex, hein. Oh putain, ça y est, blague dorsale, encore. Pendant le match, alors ça annonce certainement des choses qui vont suivre parce que pendant le match, les commentateurs insistent vraiment beaucoup sur le comportement de Brian Pillman et disent vraiment soyez pas surpris s'il reste pas longtemps dans les Horsemen parce qu'il me paraît quand même un peu trop loose cannon pour ce groupe d'élite. Oui. Voilà. Donc ouais, franchement, moi j'ai trouvé ce premier match très 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 agréable. Le deuxième est encore mieux avec Eddie Guerrero contre Steven Regal. Regal, c'est un putain de tank hein, quand même. Non mais... je veux dire, physiquement, le mec, il fait la taille de mon frigo, quoi, franchement.
Je me souviens de... En 2007, il était pote avec Ezekiel Jackson, non? Un truc dans le genre, où il feudait avec lui, ou... Oh putain, alors là... À la ECW 2007, un truc dans le genre, ou 2009 peut-être, je sais plus. Toujours est-il qu'à l'époque, ça m'avait frappé. C'est-à-dire que Ezekiel Jackson, donc montagne de muscles, enfin, semi-muscle gras, un peu à la Ahmed Johnson, tu vois, qui était à côté de William Regal, donc qui était vraiment plus que sur la fin, donc vraiment purement sa carcasse, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de muscles dessus. Les mecs étaient presque de la même épaisseur. Le Zik était un peu plus épais, j'en conviens, mais Regal était de loin pas ridicule, alors que le mec n'avait pas un pet de muscle, ce qui montre quand même que la nature l'a doté d'un tankage de haute volée. Hein. Oui, et des expressions faciales de haute volée aussi, parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. Et ce match-là, je sais pas, moi franchement, c'était peut-être mon préféré de tous les Nitro depuis le début. J'ai trouvé que c'était un festival de merveilles. Il y avait plein d'innovations. Regal est prodigieux tout le long. Je trouvais que ça mettait vraiment Eddie dans une situation où il était le meilleur. En fait, on le sent revenir dans le match au fur et à mesure qu'il s'en prend plein la gueule, quoi. Ça met vraiment en avant la personnalité d'Eddie parce qu'il revient par fierté, par passion. Ses expressions faciales sont hyper convaincantes. C'est vraiment un match parfait de vétéran contre un jeune lion, comme on dit, n'est-ce pas? Bah, vétéran, bon, c'est vrai que ça fait presque 10 ans qu'il catch, Regal, mais il a quand même que 25 ou 26 ans à cette époque. Non, mais il fait vieux, tu vois. En tout cas, la WCW, c'est un ancien par rapport à... Oui, c'est ça. Non, mais ouais, Regal est incroyable. Et en fait, un peu comme Benoît, c'est qu'il rate jamais un moment pour faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il oublie pas qu'on est là pour se battre. Ouais, non, mais à mon nez, alors ça, moi, c'est un truc que j'adore. À mon nez, j'ai crié parce qu'il lui met un atémi dans la gueule quand même. Hein. il met un atémi sur le nez, quoi. Vraiment pleine gueule. Et juste après ça, Eddie remporte le match avec un backslide pour la victoire. Et là, pareil, Regal génial. C'est un backslide, donc c'est pas un move qui a été très douloureux. Il se relève immédiatement et European Uppercut sur Eddie, qui l'envoie à l'extérieur. Donc Eddie célèbre en étant en dehors du ring. Ce match était génial, je l'ai revu. Comme dirait William, j'ai envie de dire que de le regarder, c'était un vrai régal. Ouais, non, un régal pur. Vraiment, je l'ai vu 2 fois en regardant le show. Eh ben dis donc. Ah oui, moi j'ai adoré ce match-là. Alors est-ce que c'était un régal? Alors, du coup, ce qui suit... Le mec qui hurle dans son micro. Là. Non, mais parce que il faut, quoi. Parce qu'on a... Oui, mais Sting moi je pense aux auditeurs en fait. Pardon. On a Sting et Lex Luger qui sont interviewés par Mean Gene. Et Sting, devine quoi? Il a une question pour Luger. Putain, quel mongol. Donc là, on revoit des images de Starrcade, du match triangle. On n'avait jamais expliqué ce finish, donc on va expliquer ce finish. Oh putain, t'es sûr? Bah il faut. Ric Flair est dans le ring. Lex Luger et Sting sont KO à l'extérieur. Il y a le décompte qui a commencé. Le compte de 10 est à 9. Sting parvient à se relever pour retourner dans le ring, mais là, Lex Luger lui attrape le bras et l'empêche de rentrer dans le ring à temps. Donc Ric Flair remporte le match par des comptes extérieurs. Plus tard dans le show, il deviendra champion. Et donc là, combien? 2 semaines après? 3 semaines après? 2 semaines après 27 décembre, Starrcade. Oui, 2 semaines après, on a Sting qui pose des questions à Luger. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as empêché de revenir dans le ring? Tu es mon ami. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Lex Luger répond. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit qu'il lui explique qu'il faisait appel à son ami et qu'en fait, il voulait qu'il le relève. Et là, Sting, il est totalement convaincu. Convaincu... Dans convaincu, il y a vraiment con. Hein, parce que, il y a vraiment cul. Non mais Sting. Immédiatement, il est convaincu, tellement convaincu qu'il a un grand sourire et qu'il lui dit « Ah, mais en fait, c'est parce que t'es mon ami. Putain, j'avais pas compris ça. Tu voulais que je te relève, mais évidemment, du coup, je te pardonne. Je te propose même, en récompense de tout ça, qu'on devienne une tag team à temps complet. » Bien sûr, mec. Et d'ailleurs, je spoil. Hein. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais il y a une promo où il y a Sting, mais il passe pour un débile mental. Avec il y a Savage et Hogan, bref, on en reparlera, mais Oui. La bêtise de Sting n'a aucune limite.
Non, mais là, voilà, exactement. Il repousse toutes les limites possibles de la crédulité. Et comme d'hab, il recatch direct dans le match après l'interview. Ouais, alors attends, entre-temps, il se passe quand même des choses. Bon, bref, cette idée de tag team, c'est catastrophique parce que voilà, bon, évidemment, Lex Luger fait partie du donjon. Tout ça va évidemment très bien se passer. Enfin, Sting, c'est abominable la débilité de Sting. On a le programme de Saturday Night. Saturday Night, ouais. Alors, c'est drôle, cette fois-ci ça m'a fait rire parce que d'habitude on nous présente tous les matchs qu'il y aura, etc. Là on nous présente simplement. Ça me fait marrer à chaque fois parce que c'est vraiment le truc de Nitro. Je m'en bats les couilles, mais d'une force. J'appuie sur le bouton Next parce que je m'en fous. Non, mais quoi. d'habitude tu as quand même, ils te mettent le programme de 3 ou 4 matchs, tu vois. Ouais. Là ils te disent simplement qu'il y aura une interview de Mike Ditka, donc c'est pareil, une légende du football américain, joueur des Chicago Bears, qui est devenu coach ensuite, superstar du football. On te dit qu'il y aura une interview de Mike Ditka, et c'est le seul truc qui est mis en avant. Et après, Eric Bischoff dit ah oui, pardon, aussi, il y aura Ric Flair contre Macho Man pour le titre. Ouais. Et là, tu dis non, mais les gars, quoi, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc, bon, ils mettent l'emphase sur les mauvaises choses. On continue. Donc, oui, Sting. Alors, pareil, comme d'habitude, Sting est rentré au vestiaire, mais il refait une entrée pour affronter Diamond Dallas Page pour le 3e match de la soirée. Diamond Dallas Page qui attaque directement avec un coup de cigare dans la gueule pour aveugler Sting. Alors je peux te dire que ça c'est pas de la rigolade, hein, parce que je crois que c'était à Béziers en juillet 2007. J'avais fait un angle avec Tom LaRuffa qui avait sa gimmick de macho à l'époque et il venait avec un cigare allumé sur le ring. Mm-hmm. Et je sais plus ce qu'il a dit comme connerie. Je crois à la fin de la promo il m'a cassé la gueule ou un truc du genre pour builder le main event. Et quand j'ai bumpé, après j'ai roulé dans les cendres de cigares et je peux te dire que pendant des mois et des mois, j'avais une espèce de croûte à l'épaule gauche que je regarde d'ailleurs maintenant, j'essaie de le retrouver. Parce que je me suis brûlé, mais genre chair apparente sur des mini-braises. Donc attention le cigare dans le visage. Bah là du coup Sting est visiblement largement handicapé parce que j'étais très étonné, mais ça on a remarqué hein. Oui. Non mais Diamond Dallas Page domine tout le match quoi. Ouais. Tout le match. C'était assez étonnant. Mais il est pas trop over. Il est quoi ? Il est pas trop over je trouve, DDP. Non, oui, c'est vrai, pas très over. À mon avis, il fait un petit clin d'œil, il fait un tranquillo là de Andrade Almas là dans les cordes. Tu l'as saisi ? Oui. Ouais, il domine le match et moi j'ai trouvé que le match était bon. Je l'ai trouvé plutôt bien construit. Je trouvais que ça faisait sens. On est dans la phase où Diamond Dallas Page commence un petit peu à devenir cool. Il n'est pas encore DDP avec les jeans, etc., mais il est avant il était manager, il est passé à catcheur, pas terrible. Là, je trouve qu'il est un peu en phase intermédiaire où il commence à devenir intéressant. Je sais pas pour toi. Il est en progression. Le match est vraiment bon et à ce niveau-là de la carrière de DDP, ça m'a étonné. Bah, il est en progression et puis les autres ils ne s'y trompent pas non plus en le mettant avec Sting. Oui. Dans ce match, moi, je sais pas pourquoi j'ai tilté là-dessus. J'ai regardé le public et c'était un public extrêmement civilisé. Tout le monde était assis à regarder le match. Et je me suis dit, c'était quand même pas mal une époque où il n'y avait pas 250 connards à n'importe quel moment du show qui sont en train de marcher dans tous les sens pour aller s'acheter des nacho cheese comme des gros porcs au lieu de regarder le show qu'ils ont payé. Oui. Voilà. Et acheter les nachos quand il y a la pause. En plus, on est en live, donc il y a une pause. T'as déjà fait des raws où quand c'est la pub, bah, tu sais que t'as 5 minutes pour aller. Enfin, 4 minutes pour aller pisser ou autre. Oui. Donc attends qu'il y ait la pause pub pour aller chercher tes trucs. Donc au moins non, mais c'était incroyable. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que même, tu parles de Raw, mais même à WrestleMania, etc. Il y a vraiment des milliers, je pense, de personnes. Pour un WrestleMania, il y a des milliers de personnes qui sont en mouvement constamment, quoi. Ah oui, tu quittes ton siège, il y a pas un stand de bouffe où il y a pas au moins entre 5 et 10 personnes à toutes les caisses. Ah oui, non, c'est fou. Et puis Raw, j'en avais encore vu un cette année, là, celui de Londres, et pareil, il y a aucun moment dans le show où la salle est pleine, quoi. Aucun moment dans le show où la salle est pleine. Ouais. Tout le monde est un peu partout, achète des t-shirts alors qu'il y a un segment avec Roman Reigns dans le ring, quoi. Ah ouais, bon, ça je peux comprendre. Non, mais c'est assez étrange parce que voilà, moi j'aime le catch, je suis là pour voir le catch, j'ai envie de pisser, je vais pisser à la fin du show, quoi. Bah surtout que c'est, je veux dire, je sais pas, c'est peut-être un rapport, je
sais pas, au divertissement ou à l'argent, parce que les Français ont un gros problème avec l'argent. Peut-être qu'inconsciemment, on se dit que si on a payé un truc, il faut en profiter à donf. Je sais pas. Bon, après, c'est aussi culture américaine, hein. Je pense que c'est aussi la culture baseball, etc. Tu te lèves, tu vas manger, tu reviens. Baseball, ça me rappelle pas mal de mes ex. Hein. Ça me rappelle Sonny. Ah ouais. Alors ensuite. Bon, voilà, donc Sting gagne le match avec le Scorpion Deathlock. À ce moment-là, vraiment, moi, je mets pause et je me dis, mais c'est quoi ce show ? Tout est super et il y a que du catch. Ouais. Vraiment. Mais bon, donc là, on a une petite promo pour Clash of Champions qui aura lieu le 23 janvier au Caesars Palace de Las Vegas. Et là, forcément, le show est parfait. Mais maintenant, on a le main event. Et donc, on a Hogan et Savage contre les Horsemen. Enfin, contre Flair et Arn Anderson. Oui, contre Flair et Arn Anderson. On a déjà vu l'autre partie des Horsemen en début de show. Là, pendant les entrées, je me suis dit, putain, Macho Man va se faire rosser pendant 15 minutes. Hogan va faire un hot tag. Il va gagner d'un coup. Ça va m'énerver et ça va me gâcher tout le show. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais genre vraiment pile. Ouais. Voilà. Ouais. Donc moi, au milieu de moi, ça ça fait des semaines que j'ai dit que Hogan, j'arrête quoi. C'est Hogan et Brother Love et le Billionaire Ted, c'est terminé. J'arrête. Non, mais c'est fou parce que là, en plus, quand c'est dit comme ça, avec ce ton-là, etc., t'as l'impression qu'on rigole, mais non, en fait, t'as vraiment Macho Man qui est au sol pendant 12-13 minutes, qui se fait péter la gueule. Il y a un hot tag. Et c'est fini, quoi. Ouais. Au milieu de tout ça, il y a un atémi de Ric Flair sur Hulk Hogan. Si vous avez le network, Monday Night Raw, 8 janvier 1996, 42 minutes 10, le timing. Ouais. Franchement, je t'ai dit, je l'ai écouté sur mon téléphone et j'étais déçu parce que pendant quelques jours, j'avais vécu avec l'idée que tu m'avais overstellé le truc. Non. Et quand j'ai revu le show à la maison, je me dis putain ouais, j'aurais popé quand même salement en voyant cet atémi. Ah mais franchement, je sais pas. Il résonne vraiment différemment de tous les autres atémis de la planète. Il est à la fois claquant et lourd et sourd. Oui, c'est ça, c'est qu'il est sourd. Voilà. Franchement, c'est le Bernardo des atémis. Oh là là, c'est l'émission des handicaps. Hein. Désolé, j'espère qu'on a offensé personne. C'est juste pour la bonhommerie, bien entendu. Mais quand je l'ai regardé, je pense que je l'ai repassé sans mentir, direct, au moins 15 fois. Et je te mens pas, hein. Au moins 15 fois. Et après, je t'ai envoyé le message. Je l'ai envoyé aussi à Ishtou, qu'on salue comme d'hab. C'est... Ah non, là, c'est... Je sais pas s'il y a une plus belle... Alors après, il y a des échanges d'Atemi, Kobashi Sasaki, ou des trucs comme ça. Mais en Atemi seul, isolé, comme ça, qui sort de nulle part, c'est peut-être un ou une, on s'en fout, la plus belle chop de l'histoire du catch. Et donc, ça montre bien tous les problèmes du main event de la WCW à l'époque, c'est que Hogan le no-sell complètement. Bah oui, c'est Hogan. Il ne réagit absolument pas. Ça ne lui a rien fait. Il y a Arn Anderson qui lui met son Spinebuster, donc c'est quand même le finish de Arn Anderson. Mais pareil. c'est ça sa gimmick, mec, t'as toujours pas compris ? Il se dégage du finish de l'adversaire. Franchement, il no-sell tout, quoi. Il no-sell le Spinebuster, bam, fini. Là, t'as le donjon qui arrive. Tu te dis, franchement, le début de show paraît bien loin quand même. Oui. Tu as les jobbers. Surtout que les nitros sont un peu plus longs en ce moment. Oui, quasiment tous les nitros font 55 minutes là, à ce moment-là. Tu as les jobbers du donjon qui se battent avec les Horsemen à l'extérieur, donc Zodiac, One Man Gang et tous les connards là. Pendant que le géant est dans le ring, il chokeslam Hogan et le Macho Man. Alors t'as oublié un truc. Quoi, dis-moi. Y a Hogan dans le match qui a failli trébucher. Ouais, il court après Ric Flair. Mm-hmm. Et il manque de... Ah non, si, il trébuche pendant la course-poursuite avec Ric Flair. Ouais. Bah, c'était un grand bonheur de le voir se rétamer la face. C'est vrai. Ah bah tu es oui. méchant avec Hulk. Bah écoute, dans mes notes, j'ai mis Hulk Up, 3 petits points, FDP avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 P.
Voilà. Donc je peux te dire comment j'étais vénère en voyant que ta misérable prophétie s'est avérée véridique. Ouais, c'est mais vrai que là, véridique. Oui. Non, mais c'est vrai que là, sur ce show, j'ai trouvé que c'était encore plus chiant que d'habitude parce que avant ça, c'était le meilleur Nitro. De catch du monde. Ah oui, c'est incroyable. Il y avait pas de bordel. Il y a un petit segment Luger Sting, mais c'est très très court. Et c'était que des bons matchs de catch. L'emphase sur le catch, c'était un show tellement agréable. Et il se finit avec ce petit goût amer de putain, en fait, ils comprendront jamais quoi. Ouais, et donc après ce chokeslam sur Hogan, bah ça se termine en fait. Bon, le chokeslam est immonde. Oui. Hogan décolle de 1 à 2 cm approx. Ouais. Et ça se termine. Donc je me dis que malgré la purge du Hulk Up, eh ben ça fait du bien d'avoir une fin comme ça qui se termine de manière un peu abrupte. Et comme ça fait 2 fois en 4 semaines, moi j'ai un petit peu d'espoir. Et une fois de plus, quand ça arrive, je le salue. Oui, là il faut. Pardon, je baille. Le mec il dort quoi. Non, mais franchement. Non, mais parce que là, pareil, on n'a pas cité le match. Enfin, on n'a pas donné cette indication, mais le match dure quasiment 15 minutes, quoi. Ouais. 15 minutes de match. 15 minutes de catch. Oui, voilà. Voilà, là, 15 minutes de catch, pas de tag et c'est terminé. Ouais. Donc ça conclut quand même un Nitro qui était, moi j'ai trouvé très cool. Hein, parce qu'il se passe. C'était très, très, très bon. Les matchs étaient superbes. Voilà, si on oublie le Hulk Up, c'était un Nitro absolument parfait. Si on t'enlève Hogan, en fait, c'est un Nitro absolument parfait, contrairement à la WWE où là c'est un show d'un vidage, comment on dit, une viderie, une vidité. D'un vide. Ah bah voilà, substantif, comme dirait Laurent Brumed. Tu complexifies toujours tout, Yann. Bah oui, je suis pas si bon en français. Donc voilà, Raw Pulam Nitro était super génial. Oui, et vraiment, moi j'encourage les gens à aller voir, en plus de l'Atemi, le Eddie Guerrero, William Regal, vraiment. Ouais, même Benoît, même tout, enfin tout le show, bien. regardez les shows, putain. Regardez du catch, 24 heures sur 24, il le dit tout le temps, putain. Mais tu vas bientôt pouvoir faire les conclusions d'émission alors, parce que là on arrive à la fin en plus. Oh, attention, mon téléphone. Ah, quelqu'un t'appelle. Non, mais je l'ai mis sur silencieux, qu'est-ce que c'est ces conneries ? Et bah voilà, donc je profite de cette interlude téléphonique pour vous remercier à tous et à toutes d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin, car comme d'hab, si vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes parmi les rares courageux, mais je pense que cette émission ne rencontre pas le succès qu'elle mérite, parce que voilà, on est les seuls à faire ça sur le YouTube francophone, l'internet francophone, les podcasts, hein, ça n'a pas vocation à se consommer comme une vidéo en disant « Oh, c'est une vidéo, on les voit pas ». Non, c'est un podcast, les mecs, c'est la radio. Quand vous allumez la radio, vous dites pas « on voit pas les mecs ». C'est normal, c'est comme ça. On voit pas Sim. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé, puis on vous donne rendez-vous. Écoutez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 15 janvier, pour l'épisode numéro 20 de la Monday Night War. D'ici là, Dimitri, prends tes vitamines. Fais tes prières, fais ce que tu veux. Et puis on se donne rendez-vous pour d'autres réjouissances. Avec plaisir, Yann. Bye bye. Salut.